Bonjour et bienvenue dans un nouvel temps caucasien, c'est Daeg, toujours tout seul, et je reçois de nouveau Jaïv Dufour. Je crois que ça va s'appeler l'instant Jaïv d'ici peu de temps, l'entrevue. Je fais une OPA sur l'émission. Voilà, c'est ça. Bonjour Jaïv. Salut à tous. Alors là aujourd'hui on va parler encore de notre thème, ça sera l'ingénierie sociale. Donc, ma question traditionnelle, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que l'ingénierie sociale et surtout nous faire peut-être un rapide historique, parce que c'est assez récent finalement. Oui. Le terme, alors moi je vais citer Lucien Cerise, qui est un chercheur, pas professionnel, c'est pas un chercheur salarié d'un laboratoire, mais qui a cherché pour lui personnellement beaucoup d'informations sur ce sujet et qui l'a vulgarisé. Donc c'est un pseudonyme, Lucien Cerise. Donc lui, il définit l'ingénierie sociale comme la transformation furtive et méthodique des sujets sociaux. Furtive, donc c'est-à-dire à l'insu de ces fameux sujets. Méthodique, c'est-à-dire que ça ne les cible pas spécialement eux, mais ça cible toute la population plus ou moins étendue. Et des sujets sociaux, c'est-à-dire que, donc, ingénierie sociale, sujets sociaux, c'est-à-dire que c'est dans une optique sociale. Donc une optique, par exemple, ça va cibler un électeur. Pourquoi ? Pour qu'il vote comme on a envie qu'il vote. Ou alors un consommateur, pour qu'il consomme comme on a envie qu'il consomme. Sujet social. Ok, visée sociale. Historiquement, alors la furtivité, j'y reviendrai, il y a un aspect piratage. Par exemple, moi je suis ingénieur en informatique et quand je discute avec des collègues, on a d'ailleurs des formations en interne sur le piratage, pas le piratage technique, mais le piratage, ce que eux appellent dans l'informatique, dans la science de l'information, dans l'informatique de gestion, dans la science des systèmes d'information, surtout ça, qu'ils appellent l'ingénierie sociale. En fait, ils la réduisent. Pour eux, c'est synonyme de furtivité, c'est-à-dire de piratage avec consentement. C'est-à-dire des méthodes en fait, qu'on pourrait tout simplement qualifier d'escroquerie. Par exemple, je t'appelle sur ton téléphone portable, je sais que tu as un compte dans telle banque, je connais pas lequel, je ne suis pas en mesure de vider ton compte sur le mien. De toute façon, ça se verrait, il faudrait que je passe par un compte tiers, etc. Mais bon, c'est pas grave. Je vais faire en sorte que tu me donnes ton code d'accès à ton compte en ligne, à ta banque en ligne, par exemple. Donc je vais t'appeler, dire monsieur machin, vous êtes bien client chez telle banque ? Alors, tu vas me dire oui, mais je le sais déjà que tu es chez telle banque. Parce que quelque part j'ai vu un relevé passer ou un RIB et je sais que par exemple si ça commence par tel code, le RIB, les 4 premiers caractères, les 4 premiers chiffres, ça veut dire que c'est à telle banque. Bon, je connais un peu le truc mais j'ai pas le détail. Mais donc je vais t'appeler, je t'ai identifié, j'ai ton numéro, etc. Et je vais te dire voilà, vous avez un compte chez nous. Tu vas me dire oui. Bon. Bah écoutez, on a un problème sur votre compte, on pense que vous êtes fait pirater. Donc pour une question de vérification, j'aurais besoin de quelques informations. Toi tu vas paniquer, tu vas peut-être me donner ta date de naissance, si jamais je l'ai pas, ton nom complet, ton prénom, ton deuxième prénom. Et si tu es très gentil, tu vas même me donner ton mot de passe qui va avec ton compte en ligne pour que je puisse me connecter et vider le compte. C'est toi qui l'auras fait quelque part. Oui, bien sûr. Donc il n'y a pas de consentement. Il n'y a pas de menace. Tordu, mais voilà, il n'y a pas de menace, il n'y a pas d'agression physique. C'est pas sous la contrainte. Simplement, je t'ai entubé. Je me suis fait passer pour ce que je suis pas. C'est-à-dire pour ton banquier. Ça peut être. J'ai pris l'exemple d'une banque, mais ça peut être n'importe quoi. Donc l'ingénierie sociale, c'est la furtivité, c'est ça, et souvent l'ingénierie sociale dans mon domaine est réduite à ça. Donc en fait, tu as des méthodes d'escroquerie, d'arnaque intellectuelle. Par exemple, si tu travailles sur un logiciel ou sur une plateforme informatique, on va te dire, on va se faire passer pour un technicien, vous avez ouvert un ticket récemment chez nous, on aurait besoin de votre mot de passe et de votre login. Voilà. Bon. Généralement, c'est très possible, fort probable que dans les 6 derniers mois ou même 2 ou 3 derniers mois, tu as eu besoin tu as ouvert un ticket de maintenance pour le système que tu utilises et donc tu vas filer ton mot de passe et ton code avec tout simplement. Et ces pirates vont cibler ton organisation. Bref. Donc furtive et méthodique. Le but en fait c'est de t'ouvrir à ton insu ou en tout cas sans que ça te choque. Soit tu vas collaborer à ta propre ouverture,
soit tu vas l'accepter, tu vas accepter le fait accompli en tout cas. Et ça, c'est ce qui s'appelle la société ouverte. La société ouverte, on pourrait appeler politiquement la démocratie libérale. Démocratie de marché, tu vois le genre. Le système qu'on vit actuellement en fait. Tout à fait. Qui n'est ni libéral ni démocratique, mais qui est quand même une démocratie libérale. Tu vois, c'est pas démocratique au sens où le peuple ferme sa gueule, hein, et on a bien compris, et c'est pas libéral au sens où on est accablé de contrôle de l'État, etc. Aucune marge de manœuvre. Mais c'est quand même une démocratie libérale. C'est le paradoxe. Et on retrouve pour la première fois cette idée de société ouverte, hein, l'expression, chez Bergson. On passe à Karl Popper. Karl Popper, essentiellement épistémologiste, ou épistémologue, comme on dit. Est-ce que tu peux nous donner des dates peut-être pour... Karl Popper, c'est le 19e siècle. Et son disciple, qui va le récupérer au siècle suivant, c'est simple, c'est George Soros. Qui a carrément appelé, mais suite à Popper. Ah, lui, il est vraiment partout, c'est fou quand même. Oui, et qui a appelé sa société, la fondation, Open Society. Open Society Foundations. Bon, c'est clair. Voilà. Le programme est là. Donc, ouvrir la société. Aujourd'hui, on le voit, il faut ouvrir de force. Tu veux pas ton quota de migrants ? Eh ben, on va te les foutre quand même. Qu'est-ce qu'on a à foutre de ce que tu penses ? De toute façon, t'es qu'un ringard et un connard. C'est simple. L'ingénierie sociale, c'est pas forcément de te manipuler pour que tu votes pour des gens qui pensent comme tu veux. C'est simplement de le faire à ta place. Et sans que tu ouvres trop ta gueule derrière. C'est-à-dire, on va dire, de gérer les dégâts. Tant qu'il n'y a pas de révolution, les dégâts sont bien gérés. Tu vois ? Ça passe comme une lettre à la poste. Alors après, sans parler spécifiquement de société ouverte, mais plus précisément de contrôle de l'opinion, d'ailleurs rien que ce contrôle de l'opinion, déjà tu es d'accord que pour parler d'opinion, il faut forcément être dans un régime à peu près démocratique. Sinon l'opinion, on s'en fout. Si on veut qu'elle ait un poids, donc il faut déjà que tu aies un certain système représentatif, électoraliste. Bon. Et on le retrouve en 1928, Edward Bernays. Edward Bernays, c'est amusant, c'est un neveu de Sigmund Freud. Ça vaut ce que ça vaut, cette indication supplémentaire, mais moi je trouve ça amusant. Oui, c'est assez intéressant. Il a écrit un livre en 1928, publié en 1928, qui s'appelle Propaganda. Donc, la propagande. Donc c'était bien avant la propagande à Staffel, là on parle d'un américain. Le sous-titre c'était « Comment manipuler l'opinion publique en démocratie ». Alors lui il parle de politique, mais il parle aussi beaucoup de consommation. Ça va être par exemple comment faire en sorte que les gens fument. Tu vois, c'est la démocratisation de la cigarette. Donc il faut que les hommes et aussi les femmes qui fument moins se mettent à la cigarette. Donc il faut fumer ta Lucky Strike ou ta Marlboro, quoi. C'est ça l'objectif. Comme ils ont fait par la suite, et comme aujourd'hui ils ont tendance à faire le contraire en modifiant par exemple les planches de Lucky Luke. Oui, c'est assez connu où ils mettent un petit brin d'herbe. Même du temps de Maurice, je crois qu'il a rajouté, c'est lui-même qui l'a fait de son vivant. Je crois. Il a modifié la cigarette, remplacé par le brin d'herbe. Voilà. Donc anti ou pro-cigarette, mais à un moment donné tu manipulais quand même via ça. Pas directement, mais via les images que tu reçois. Les bandes dessinées, notamment aux États-Unis avec les comics, c'était vraiment très populaire. Donc Edward Bernays, Propaganda 1928, et un petit peu avant, en 1922, tu as eu Walter Lippmann, donc, qui a écrit un livre, Public Opinion. Jusqu'à présent, on ne parlait pas de l'opinion publique, maintenant on parle facilement, par exemple, de la communauté internationale. Un terme qui ne veut rien dire, la communauté internationale. Pourtant, tu peux demander à tes collègues ou à de la famille, n'importe qui, communauté internationale, ça impressionne. Ça n'a pas de sens politique, ça n'a pas de réalité globale, mais en fait, ce que pense la communauté internationale, c'est ce que pensent les dirigeants de la planète qui veulent que tu penses comme eux, donc ils vont dire que c'est ce que pensent les autres pour que tu penses pareil. Ça s'arrête là. Et donc Walter Lippmann va décrire cette opinion publique dans le sens qu'il veut en 1922, et lui
va être donc l'ingénierie sociale, parce qu'il est considéré avec Bernays comme un des inventeurs de l'ingénierie sociale. Il va la théoriser à partir de la lecture de Gustave Le Bon. Gustave Le Bon, la psychologie des foules. Oui, qui est très cool. Donc, en fait, tous les termes ingénierie sociale, ça va être synonyme psychosociologie, psychologie collective. Tu vas toujours retrouver ces termes-là. Un mélange de psychologie et de social, individuel et collectif. Ça peut être la psychopédagogie, pour qu'on t'enseigne à penser comme il faut, par exemple. Tu vois, tu mélanges tous ces mots-là et tu vas trouver quelque chose. Walter Lippmann, lui-même, donc à partir de Gustave Le Bon, va être non seulement un intellectuel de cette expression et de cette nouvelle science interdisciplinaire qui mélange les sciences humaines, la politique, la communication, le marketing, etc., le management, mais il va l'appliquer pour de vrai. Et il va notamment l'appliquer auprès des Américains, du peuple américain, contre, enfin je ne veux pas prendre parti, sur le peuple américain, peut-être qu'il y a gagné, on ne sait pas, notamment au moment de l'élection et du programme de Woodrow Wilson. Wilson, j'en avais parlé longuement dans l'esprit gauchiste. J'ai fait un article là-dessus et c'est en annexe de l'esprit gauchiste, donc je renvoie à ceux qui s'intéressent sur la construction de l'Union européenne. Oui, c'est aux États-Unis, c'est normal, parce que tout part de là. Et donc Walter Lippmann a participé à l'infléchissement du programme de Woodrow Wilson, donc qui a été élu en 1914. Wilson, en 1911 ou 1912. En fait, sa campagne a été faite par le colonel Edward Mandelaus et quelques autres, ce qu'on appelle maintenant des spin doctors, qu'on appellerait maintenant des spin doctors, pour créer la Fed. Et du coup, dès 1913, dès son élection, la Fed a été créée par la famille Warburg, par les principales banques de l'époque, les Rockefeller, les JP Morgan. Bon. Oui. Et donc, la manipulation de Wilson va aller au moment à la fin de la Première Guerre mondiale, de l'élaboration du traité de Versailles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire payer aux Allemands, qui va payer l'effort de guerre et les dégâts causés, qui va rembourser tout ça. Et donc, Walter Lippmann va écrire lui-même 8 des 14 points du président Wilson. En fait, Wilson n'a jamais rien fait là-dedans, il était complètement manipulé par House, par d'autres. Voilà. Donc ça, c'est vraiment concret, quoi. Donc là, on a à la fois un intellectuel, un propagandiste et un acteur. Un acteur de l'ombre, parce qu'il est dans les Sénats, etc. Ceci dit, le traité de Versailles a été signé par beaucoup de personnes. C'était pas si petit que ça. Il y a eu beaucoup de délégués. Enfin bon, je renvoie à l'article que j'ai écrit qui a été publié par Jeune Nation d'ailleurs. Alors l'organe du PNF, mais bon, qui est dans l'esprit gauchiste, qui est en ligne gratuitement. Donc là, historiquement, donc on est en 1914, donc du 18, 22, 28. Voilà. Et après, on arrive à la cybernétique. Alors là, on est après la guerre. C'est ce qu'ils vont appeler, au sortir de la guerre, des conférences scientifiques interdisciplinaires, vraiment, sciences humaines, sciences dures, statistiques, psychologie, le freudisme aussi, donc psychanalyse, donc en fait le travail sur l'inconscient. Et tout ça va déboucher sur ce qu'on appelle maintenant les sciences cognitives, et donc en fait toutes les sciences de l'esprit. D'accord. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelait alors j'ai plus les dates en tête, je crois que c'est de 42, en fait, ça commence pendant la guerre, parce que la guerre crée beaucoup de choses, de nombreux besoins, et jusqu'en 53. Donc je crois que ça, c'est les conférences Messi, de 42 à 53, si je dis pas de bêtises, avec Norbert Wiener qui est considéré comme le père de la cybernétique. Donc la cybernétique, c'est vraiment la science du contrôle. De contrôler quelqu'un ou quelque chose. Kurt Lewin, c'est un chercheur aussi qui a beaucoup travaillé sur les dynamiques de groupe et le leadership.
Donc, par exemple, comment au sein d'un groupe va se former un leader. Vous mettez n'importe quel groupe, vous mettez 30 médecins ou 30 cassos ou n'importe quoi, en une heure vous allez avoir un chef. Oui, bien sûr. C'est simple. Comment ça se passe et ensuite donc, va faire partie aussi de ces conférences, mais ici un peu plus tard, Gregory Bateson, qui lui aussi est spécialiste de ces questions-là, et qui va créer ensuite l'école californienne qu'on a appelée de Palo Alto, donc qui a donné sa propre école de pensée. Donc ça c'est au niveau historique. Et depuis ça n'a cessé de... Déjà le champ d'application n'a cessé de grandir, avec notamment avec le consumérisme, parce qu'à l'époque c'était essentiellement électoral, mais maintenant c'est partout. Dans tous les domaines. Voilà, notamment la publicité. Il y a Jean-Yves Le Gallou qui a fait qui a écrit un livre là-dessus sur la propagande publicitaire, mais il y a plein de... Tous les domaines, aucun domaine n'est absent, et y compris l'éducation. Dans la et même dans la formation, notamment la formation des formateurs, c'est-à-dire la formation des maîtres. Par exemple, si on parle des UIFM, les UIFM qui sont les UFM, donc les anciens instituts universitaires de formation des maîtres, donc qui formaient les instituteurs, qu'on appelle maintenant profs des écoles, les UFM ont été formés au début des années 90, je crois que c'est 91, sur la base d'une directive européenne. Donc il y a eu l'équivalent partout. Oui, c'est assez récent. C'est récent, ça a été d'ailleurs enlevé récemment aussi. En fait, ça a une expérience qui a échoué, qui a duré 15-20 ans. Pourquoi ? Parce que c'est une expérience qui a été basée sur de mauvaises fondations, parce que à la base c'était fait pour endoctriner les enseignants. Eux-mêmes. Mais donc du coup, qu'est-ce qu'ils peuvent faire derrière si eux-mêmes sont déjà des zombies quand ils arrivent à leur poste ? Pas grand-chose. Ok. Intéressant de voir que c'est quand même assez ancien. En quoi un siècle, un peu moins d'un siècle. Oui, finalement. En quoi cette ingénierie sociale elle est utilisée contre le peuple ? Est-ce que tu as peut-être des exemples précis ? Oui, alors là je parlais de population, par exemple, notamment dans le commerce, dans l'acte d'achat, la publicité. Pourquoi tu vas préférer tel produit à tel autre ? Parce que tu as entendu la pub plus souvent, tout simplement. Tu l'as vu, voilà, donc tu l'as intégrée, et donc tu es persuadé qu'elle est mieux. C'est ça. C'est pas forcément vrai. D'ailleurs, le plus cher n'est pas nécessairement le mieux, même rarement. Mais bon. Oui, plutôt rarement. Et comme quoi ça marche. Mais au niveau politique, c'est essentiellement par les élections. Parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce de totalitarisme mou, mais qui reste quand même suffisamment mou pour que l'électoralisme suffise. Et tant qu'on vote dans leur sens, ils ne remettent pas trop en question. Alors il y a eu des référendums qui ont été mis en question, mais un référendum ça n'engage pas à grand chose. Il faudrait vraiment soit un plébiscite, soit une élection, vraiment voter pour quelqu'un. Parce que pour une idée, on peut toujours la mettre de côté après. Mais bon, jusqu'à présent, ils n'ont pas enlevé un président qui avait été élu. Peut-être ça arrivera en 2022, mais pour l'instant, ils n'ont pas fait. Donc, sur le peuple, ça agit surtout sur ce que tu dois penser. Tu dois penser en termes électoraux, mais ce que tu dois penser en termes sur n'importe quel sujet. Tu dois penser, par exemple, que l'immigration est une richesse. C'est ce que tu dois penser. Et si tu penses le contraire, c'est que tu n'as pas bien appris ta leçon et tu es un individu quelque part dangereux. Parce que tu as des idées... des idées de haine, il faut le dire. Donc, alors, c'est quoi la question précisément ? C'est par rapport au peuple ? Oui, en quoi vraiment elle est utilisée contre le peuple, et puis aussi éventuellement si tu peux développer sur ça, comment la décrypter, comment la contrer. Donc elle est utilisée dans l'information. Le médiateur, c'est les médias. Le médiateur au sens originel, c'est celui qui fait le lien entre qui va en fait du bas vers le haut, donc qui est à la base et qui remonte l'information que ressent le peuple, par exemple, à l'élite, qui va la prendre en compte. Ça c'est l'idéal, mais c'est aussi la définition historique du médiateur. Maintenant c'est le contraire. C'est les élites veulent quelque chose, le médiateur va expliquer à ses gueux comment il faut qu'ils pensent et comment il faut qu'ils votent. On a complètement perdu. C'est pour ça que le journaliste, on connaît la fameuse phrase de Soral et compagnie, et ce que tout le monde pense, même sans être soralien ou pas, c'est que les journalistes sont des putes. Clairement. Ou des salopes. Ce qui est un peu la même chose. Non mais voilà, donc des prostituées, c'est clairement. Donc du coup, pour se prémunir de toute cette propagande,
le mieux, c'est de Non, c'est connaître. moins chômeur, hein, oui. Oui, plutôt. Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, oui, s'il refuse de collaborer, bien sûr. C'est ça. Bon, t'en as quelques-uns, mais qui arrivent à être indépendants parce qu'ils ont déjà un gros passif, qu'ils ont un peu d'argent, ils réseau, l'expérience. Ils sont reconnus, on peut pas les tuer. Par contre, ils n'auront pas de successeur, par contre. Rarement. Donc, pour le contrer, il faut connaître les méthodes utilisées. Si tu les connais pas, tu te fais avoir. Ça veut pas dire que si tu les connais, tu te fais pas avoir. Oui. Ça veut dire que si tu les connais et que tu es très vigilant, tu pourrais éventuellement ne pas te faire avoir. Ça reste compliqué. Mais bon, la connaissance de ces méthodes, évidemment, avoir beaucoup de recul, de méfiance. De toute façon, dès que tu vois qu'on veut tant... Il faut pas que ce soit un principe d'aller à l'inverse de là où tu penses qu'on veut t'emmener, parce que de toute façon, tu serais manipulé facilement aussi si à chaque fois tu faisais le contraire. Oui, bien sûr. Ça se verra assez vite. Il faut vraiment juste prendre du recul, réfléchir, et donc pour ça, intégrer les choses. Et comme tu es soumis tout le temps à ton entourage, à la télévision, à la presse, aux réseaux sociaux, à tout ce que tu veux, pour résister, vraiment, si tu n'as pas lu, je reviens à ça, on en a parlé dans une précédente émission, mais si tu ne lis pas, si tu ne prends pas vraiment en toi des arguments, vraiment de résistance auxquels tu crois profondément, tu n'arriveras pas à te défaire de ça. Ouais. Il faut vraiment que ça devienne un réflexe pour que ça te sauve. Sinon, tu auras beau penser à un truc, ils arriveront toujours à le court-circuiter. Et il y a des techniques pour ça. J'expliquerai un peu après, mais il y a des techniques qui sont documentées. Oui, d'accord. Et du coup, les connaître, non seulement tu peux les utiliser en défense, mais éventuellement à ton tour les utiliser en attaque pour court-circuiter quelqu'un. Et dans le milieu de la propagande et du militantisme, on a le droit, tous les coups sont permis. Bien sûr, tout à fait. C'est la guerre, c'est la guerre de l'information. D'ailleurs, l'information aujourd'hui, on parlait aussi de big data dans une mission précédente. Big data, c'est quoi? C'est plein de données qui créent de l'information. Que si tu es maître de ça, tu es maître de tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des sociétés comme Google ou Amazon sont plus puissantes que n'importe quel État. Trump peut essayer de se débattre contre la CIA ou ces grandes sociétés transnationales. C'est très difficile. Très difficile. Voilà. Donc, les connaître pour les contrer. En fait, je dirais que négativement, en fait, ou plutôt le contraire, positivement, pour ce qui va influer les autres, il ne faut pas que ça puisse agir sur toi, et négativement, il faut que toi tu puisses agir sur les autres aussi. Voilà, donc il y a les deux versants. Donc, les connaître pour se protéger et pour contre-attaquer. Mais pas pour contre-attaquer le système, ça n'a pas de sens. Autour de toi, ton entourage. Oui, on va commencer à un petit cet échelon qui est assez essentiel. Alors c'est très bien, tu une transition parfaite vers la question suivante, c'est est-ce qu'il est possible justement de d'utiliser notre sens pour les nationalistes évidemment, et surtout comment? Ben oui, alors non. C'est un peu ce que je disais, c'est que oui, tu peux l'utiliser dans notre sens uniquement en défense, mais pour l'utiliser, ce que j'appelais positivement, si tu n'as pas le pouvoir, je vois pas comment tu peux faire. Parce que ça nécessite un tel degré des médias, de massification, de diffusion, que c'est difficilement faisable sans avoir le pouvoir, à moins d'être à la tête quand même d'une grande société qui a sa propre propagande publicitaire, les valeurs de l'entreprise, etc., que tu vas réussir à essaimer un peu partout, mais ça paraît difficile. Et même via les réseaux sociaux, qui a un côté quand même viral qui est assez impressionnant, qui est assez flippant aussi, il faut le dire des fois. Oui, mais là il faut avoir un coup de bol que par exemple ton mème passe, soit rediffusé à fond, ou ta petite vidéo, là cette émission de ce soir, voilà, qu'elle soit, au lieu d'être partagée 1000 ou 1500 fois comme d'habitude, elle soit partagée 1 million de fois. Il y a un côté hasardeux, effectivement. Mais bon, là tu ne maîtrises pas ça. Ok. Est-ce que tu as d'autres exemples concrets, d'autres théories justement concrètes qui pour il y a plein d'exemples. On pourrait passer la soirée, faire des exemples. Il y a plein de termes. C'est généralement des termes anglo-saxons parce que, comme tu l'as vu, c'est notamment les Américains qui ont développé tout ça.
Il y en a un qui est connu en ce moment, c'est l'astroturfing. Ça paraît... Ça n'a rien à voir avec l'espace. Vous chercherez pourquoi ce nom-là. L'astroturfing, c'est un mensonge par omission. C'est-à-dire, c'est une information... C'est pas un mensonge vraiment qu'on va proférer, on va plutôt cacher quelque chose qui autrement pourrait te mettre la puce à l'oreille ou te rendre plus vigilant sur un sujet. Notamment les conflits d'intérêts. Par exemple, quand la presse va convoquer un expert pour débunker l'extrême droite, pour débunker les méchants fascistes qui prétendent par exemple que l'immigration est une chance. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Il y a une réflexion toute bête là sur Facebook que j'ai vue il y a quelques jours, très drôle, de l'ancien batteur de Star Shooter, qui s'appelle Philippe Danière, qui vit en Amérique depuis 30 ou 40 ans maintenant, 30 ans, et qui a partagé sa lecture de L'Homme nomade de Jacques Attali. Et donc après l'avoir lu, il dit simplement, Attali nous prend pour des cons parce que dans son livre de plus de 500 pages, il montre plein de cas d'immigrants et à chaque fois, la culture où le peuple autochtone, où les migrants arrivent, est détruite. Et la conclusion d'Attali, pourtant, c'est lui qui a écrit ce livre, c'est pas son frère jumeau, il en a un, mais on parle du même. Et pourtant, il nous explique tout le temps que faut pas avoir peur de l'immigration, que ça détruit rien, qu'il n'y a pas de problème. C'est fantastique quand même. Là, on est dans un exemple typique du double langage, non seulement le double think, mais le double speak de George Orwell. Il n'y a aucune logique entre la conclusion à laquelle il veut nous amener. C'est totalement contradictoire. La réalité, quoi. Donc il écrit un bouquin où il montre en quoi l'immigration, sur 3000 exemples de cas historiques d'immigration, se passe très mal. Et c'est l'intégralité des cas où ces invasions se passent très mal. Et finalement, la conclusion générale, c'est « mais cette fois, ça va marcher ». C'est une bonne chose. C'est fou, quoi. Voilà. Pas mal, donc voilà. Il doit être très optimiste. Bref, je laisse la lecture de Philippe Danière tranquille. Et donc je reviens à mon conflit d'intérêts. Par exemple, les médias vont faire venir, sans parler de Jacques Attali, parce que c'est le propagandiste en chef du nouvel ordre mondial, mais un expert lambda qui va expliquer quelque chose sur les réseaux, sur une chaîne de télé, sur France 3, sur Arte, il va dire voilà, l'immigration c'est bien, je ne sais pas, le socialisme c'est bien, le libéralisme c'est bien, mais à aucun moment ils vont dire que lui est militant au Parti Socialiste, au Parti Libéral. C'est parti pris depuis le début. Bien sûr. Et donc ça arrive, mensonge par omission, et c'est très utilisé. Et ça d'autant plus avec les réseaux sociaux pour construire un mouvement. Alors là il faut des fonds, il faut des moyens, il faut mobiliser des gens qui ont déjà été positionnés à tel niveau exprès en avance, parce que ça s'improvise pas, mais ensuite faire passer ce mouvement pour spontané et dire regardez là par exemple tout à coup on a un mouvement spontané, ça s'appelle Nuit debout. Foutez de ma gueule. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, non, je vois. Bon, donc ça c'est de l'astroturfing. Il y a plein d'exemples comme ça. Il y a un exemple, celui dont je parlais tout à l'heure, le piratage informatique de base, qui n'est pas du piratage technique, qui existe. On ne peut pas faire grand chose contre ça. En tant qu'informaticien, je dirais que le piratage technique, si vous voulez vraiment faire gaffe, moi je vous conseille vraiment d'utiliser déjà de jamais stocker de carte bancaire en ligne dans vos sites. C'est-à-dire de la retaper à chaque fois éventuellement, mais de ne pas la stocker, parce que si on pirate votre site, c'est facile d'une fois qu'on est sur le compte de faire tous les trucs qu'on veut, même si maintenant ils mettent des protections par SMS et tout ça. Les téléphones portables sont très vulnérables, il y a je sais pas combien de vols de téléphones portables par jour en France, c'est des centaines. Et donc on arrive à des centaines par jour, j'exagère, mais des centaines par mois, c'est clair. Et ne jamais utiliser 2 fois le même login et le mot de passe pour 2 sites différents, parce qu'il suffit de pirater une des bases pour avoir accès à tout le reste. Donc à chaque site, son mot de passe, le plus long possible, avec le plus de caractères spéciaux possible. Vous pouvez les dire et telle lettre je transforme par tel signe, etc. avec des moyens mnémotechniques assez simples, mais plus il est long, plus il est protégé, parce qu'il faudra beaucoup plus de temps et d'énergie pour le craquer, donc en fait personne va s'amuser à faire ça, c'est trop coûteux en termes de ressources, et
mais surtout ne pas le dupliquer, quoi. Ça, ce serait très dangereux. Voilà. Donc le phishing ou le hameçonnage, donc le fish de pêche, hameçonnage, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, le piratage avec consentement. C'est-à-dire on va vous amener à dire vous-même, à dévoiler vous-même votre code, parce qu'on va se faire passer pour un imposteur, votre banquier, votre technicien, tout ce que vous voulez. C'est un peu comme le coup dans la vie civile, des faux policiers ou du faux plombier qui vient chez vous, c'est la même chose. Oui. Sauf que là, c'est décliné avec un système informatique. Ouais. Voilà. Vous avez beaucoup de techniques de ça, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de piratage, c'est pas une blague. L'ancien pirate Kevin Mitnick a écrit un livre qui s'appelle L'art de la supercherie. C'est pas technique, ça, c'est uniquement des méthodes comme ça, d'escroquerie mentale, intellectuelle, qu'il faut lire. Ouais. Il a écrit un autre livre sur l'aspect technique, vraiment le piratage technique, mais qui date trop pour qu'il puisse être utilisé aujourd'hui, à mon avis. Les technologies ont tellement évolué depuis 15 ans. Enfin, parce que lui a fait ça dans les années fin 80, milieu 90 maxi, quoi. Depuis, le web a changé. Mais bon. Une preuve d'ailleurs que ce que tu dis, c'est évident, si tu ne connais pas la technique, tu peux difficilement rencontrer, c'est, je pense que la plupart des gens connaissent, c'est les fameuses méthodes de vente par ligne, en fait, où si tu n'as pas exactement la phrase qui bloque tout, ils arrivent toujours à te retourner, enfin, moins que tu raccroches évidemment, bien sûr, toujours à te retourner la tête, ah non mais attendez, parce que chose vous n'avez pas compris, machin truc. La preuve parfaite est que si tu connais pas le truc qui va faire bugger. Là on est dans le harcèlement. Enfin, et là encore on parle de lien logique. Là on est dans le harcèlement. Oui, aussi en plus. Il faut soi-disant lutter contre le harcèlement en ce moment. Non mais le double discours du système est terrible. Bref. Il y a aussi un aspect qui marche bien, c'est de se présenter soi. Donc là c'est du piratage mental aussi, c'est pas non plus technique. C'est de se présenter comme la victime. Donc si je suis victime, inconsciemment je peux pas te faire de mal. Oui. Par exemple, si je suis un pauvre migrant qui a quitté sa terre par obligation, sinon il allait mourir, et que j'arrive par hasard chez toi, devant ta porte, c'est impossible que je te fasse du mal. Parce que j'ai traversé trop de dangers pour en arriver là. Donc jamais, avec tout ce que j'ai enduré et ce que j'ai subi, j'aurais envie de poignarder ta femme, de violer ta fille, de te tuer à coups de masse pour te piquer ton portefeuille. Jamais ça me viendrait à l'esprit parce que je suis une victime. Voilà. Et ça Alexandre Delval, dans ses livres, notamment le dernier, le complexe, comment ça s'appelle, la stratégie de l'intimidation. Il y avait le complexe occidental avant, mais là c'est la stratégie de l'intimidation, a bien compris et a bien développé comment l'islam utilisait cette technique. Notamment avec ce qu'ils appellent, je sais plus comment ça s'appelle, c'est une espèce d'ONU des pays islamiques. Et les principaux pays qui en font partie sont évidemment les pays du Golfe, le Pakistan et les pays du Maghreb. Et ces trois pôles de l'islamisme international ont créé par exemple le terme d'islamophobie et l'ont imposé dans les médias pour se présenter comme des victimes. C'est pour ça que maintenant, à chaque attentat terroriste commis par des musulmans, c'est pas des bouddhistes, c'est des musulmans, qui sont qualifiés de déséquilibrés, de terrorisme, de tout sauf musulmans, même plus maintenant islamistes. C'était des Inuits à la base. Parce que ça n'a rien à voir avec l'islam, comme je ne vais pas faire d'amalgame personnellement. Bien sûr, c'est des Suédois. Des Suédois. Et du coup, après chaque attentat, il faut lutter contre l'islamophobie. Parce que l'islam est la victime de ça, parce que ça on pourrait avoir des mauvaises pensées contre l'islam en voyant tous ces musulmans qui veulent le tuer. Donc c'est pas ça, pas ça. Donc ça marche très bien, tu vois. La victimisation, et donc la victime est innocente. Alors que tous les trucs de psychologie t'expliquent en même temps que, par exemple, un enfant victime de viol répété dans sa jeunesse a de fortes chances de devenir un bourreau sexuel, etc. Mais ça c'est pas grave. Ça reste une victime, pour l'éternité. La victime c'est toi, bien sûr. C'est toi le mouton qu'on retourne à l'Aïd. Donc l'image de la victime et du sauveur. On peut te présenter aussi quelqu'un comme un sauveur. Il faut voter pour lui. C'est le nouveau Christ. Un peu le principe du pompier pyromane en fait. Il faut voter pour lui. Lui il va régler tes problèmes. Pourquoi ? Parce qu'il est encore plus mondialiste que les autres. Oui, mais lui il va le faire vraiment. Tu vois ? C'était Elisabeth Guigou qui disait en
94, je me souviens, Philippe de Villiers, juste avant les élections européennes de 94, où il a créé la surprise avec un très beau score. Monsieur de Villiers, en fait, vous êtes pour plus d'Europe. Et voilà, et toujours les mêmes mensonges, les mêmes sous-entendus, les mêmes stratégies de manipulation. Ouais. Vous critiquez l'Europe, elle ne marche pas, mais elle marcherait s'il y avait encore plus d'Europe. C'est ce qu'on disait aux communistes en URSS. Tu critiques le communisme soviétique, mais c'est pas qu'il marche pas, c'est qu'il n'est pas encore suffisamment appliqué, mais si on l'applique encore plus, là ce sera vraiment le paradis sur Terre. La démocratie c'est pareil. Tu critiques la démocratie, mais c'est parce qu'elle n'est pas bien appliquée. Si tu l'appliquais vraiment, et que ça régенtait vraiment tous les aspects de ta vie, cette démocratie, tout, totalitaire, là ce serait magnifique. C'est toujours la même chose. Donc l'Europe, on n'y échappe pas. Voilà. Tu vois ce qu'on appelle la stratégie de l'attention. Donc là, c'est ce qu'ont connu par exemple les Italiens avec les années de plomb. Là, Gabriele Annidolfi qui en parle bien de ces années-là. Lui-même a été la victime de ça. C'est le cas avec l'OTAN. C'est ce que décrit un peu aussi Lucien Cerise avec Maïdan, avec les événements d'Ukraine. Bon, il y a plein d'exemples, il y a plein d'applications de la stratégie de l'attention. C'est un peu c'est ce contre quoi Soral essaie de se prémunir, naïvement. C'est-à-dire que lui, il se dit, pour éviter la guerre civile en France, je pense que le système veut criminaliser les musulmans, en tout cas veut non pas les victimiser, mais au contraire les rendre impopulaires. Et donc, moi, je me protège contre ce discours. En fait, ce narratif n'existe pas, il n'y a que lui qui le voit. Oui. Mais il est sincèrement persuadé de ça. Ah, je pense. Donc il faut faire attention aux techniques de manipulation et à pas trop anticiper non plus, à pas trop en voir partout. Bon, ça c'est pour Alain. Il y a le conformisme, la technique du conformisme. Là, je fais un petit... C'est pas exhaustif du tout ce que je dis, c'est plein de techniques. Oui, non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, tu as un choix entre des exemples pour tous les cas. Quoi. Les études sur le conformisme, notamment réalisées par Salomon Asch, elles sont très intéressantes. Par exemple, il y a des expériences qui ont été faites sur des étudiants en psychologie. On les met dans une pièce et on les met avec d'autres gens, et ces autres gens, on va les faire passer pour des personnalités, je veux dire, du haut du gratin. Alors je te présente le professeur machin du département de psychologie sociale, je te présente le docteur Truc qui est le vice-recteur de l'université, enfin bon, je te présente toutes ces sommités et on va faire un petit test. Et donc toi, pauvre étudiant, tu vas participer au test avec ces illustres personnalités. En tout cas, ces cerveaux. Et ça peut être vraiment, le test peut porter sur des trucs tout cons. Il y en avait un qui a vraiment, donc là les tests vraiment de Salomon Asch, c'était par exemple sur la longueur d'un trait sur une feuille. On te présentait une simple illusion d'optique, tu sais. On te présente 3 traits de taille différentes, et plus bas, ou sur une feuille à part, un trait. Et avec les petites flèches là qui, selon qu'elles aillent vers l'intérieur ou l'extérieur, tu peux te laisser avoir. Bien sûr. Et en fait, on demandait simplement à l'étudiant quelle longueur, il n'avait pas de règle à sa disposition pour mesurer spécialement, on lui demandait auquel des 3 traits qui étaient au-dessus, ou sur la feuille à part ou au-dessus. Celle du bas correspondait. Est-ce qu'il était le plus proche ou même exactement de telle longueur. D'accord. Alors si tu demandes à l'étudiant juste cette question-là, il va te répondre, on va dire s'il n'est pas myope, à 99% et demi, il aura bon. Mais si tu fais un tour de table et qu'il passe en dernier, et que le docteur machin te dit que c'est le plus petit alors que c'est l'autre, et que le professeur bidule dit la même chose, et ton étudiant, dans les 2 tiers desquels il va fermer sa gueule et il va dire la même chose que les 2 autres, même s'il est au fond de lui persuadé qu'il se trompe. Le conformisme, c'est ça. Espèce de poids du groupe en fait. Bien sûr. Et c'est très puissant. Et alors là, évidemment, pour la taille d'une tige sur une feuille, on s'en fout, mais je te laisse imaginer ce que ça veut dire. Bien sûr. Il y a des tas d'études là-dessus. Pour moi, de toute façon, il y a un grand nombre de gens qui ne rejoignent pas nos rangs parce qu'il y a ce truc-là. Le conformisme. Qui est incapacitant mentalement. L'homme, et ça c'est les travaux de psychologie sociale, l'homme est un animal grégaire.
il veut pas être seul. Oui. La marginalité n'est pas drôle. Même dans la dissidence, c'est pas drôle d'être marginal. Chacun veut se trouver un maître. Tu remarqueras que les esprits libres dans la dissidence eux-mêmes sont très rares. Oui. Oui, Oui, on le déplore. parce que ça marche pareil partout. Hein, bien sûr. L'obéissance, ça c'est les expériences notamment de Stanley Milgram, qui sont connues. Oui, bien sûr. C'est la peine de les réexpliquer ou pas, les auditeurs connaissent tout ça, Milgram? Oui, je pense qu'on mettra un lien de toute façon. Alors, c'est peut-être un des plus connus là-dessus. Donc c'est les électrochocs qu'on demande à envoyer, en fait, qui sont simulés, qui évidemment on tue personne, sinon il y aurait Il y avait une émission sur France 2 il n'y a pas longtemps. Alors, qui refaisait ça. il y a un truc intéressant sur Milgram, c'est qu'il y a des exégètes de cette expérience qui ont dit c'est simplement genre à la Bloom, à la Howard Bloom, qui est par ailleurs très bien, mais genre des disciples de Bloom qui ont pu dire, qui pourraient dire c'est normal parce que l'homme est méchant. Donc dès qu'il a l'occasion, en toute impunité, puisqu'il est couvert par l'expérience, d'électrocuter quelqu'un, il va le faire, il va en profiter pour le faire, parce que l'homme est méchant. En réalité, il y a eu plein de déclinaisons de l'expérience de Milgram. Et quand on faisait sortir l'examinateur de la pièce, eh ben, le cobaye qui devait balancer les décharges ne les balançait plus, ou alors il les amoindrissait. Ça veut bien dire qu'il ne le faisait pas par plaisir, par sadisme. Il le faisait uniquement pour plaire à l'examinateur. Et que dès qu'il avait l'occasion, il baissait un peu la punition. C'est intéressant comme nuance. Parce que souvent, il y a plein de fausses interprétations de cette expérience, alors qu'en réalité, elle est carrée. Il ne faut pas dire de bêtises. Ça, je l'ai souvent entendu, donc je m'empresse de préciser. Et alors, qu'est-ce qu'elle prouve, cette expérience de Milgram? Elle prouve que, et ça, c'est ce qui a été prouvé à Nuremberg, c'est que plus une chaîne de commandement est morcelée, plus on peut faire ce qu'on veut. Et plus l'individu qui va agir va perdre tout sens critique par rapport à ça. Et ce qui était vrai peut-être pour certains gardiens de camp ou n'importe quoi qui obéissaient à certains ordres, mais c'est vrai dans la vie quotidienne maintenant. C'est pas la peine d'aller chercher les nazis pour trouver des salauds. Ils sont partout. Ils sont parmi nous. Le Tititainment. Ça, c'était un mot de Brzezinski. Brzezinski qui est le conseiller des présidents américains démocrates depuis Jimmy Carter. Donc depuis Jimmy Carter, c'est quoi? C'est fin des années 50, quoi. Je crois que c'est 57. Donc le Tititainment, c'est un peu... Jacques Attali de l'époque, quoi. Sur d'autres domaines, mais mais avec plus de responsabilités officielles. Jacques Attali, on a eu, mais moins. Mais puis c'est un type qui était vraiment diplomate, etc. Il avait des géopolitologues officiels. Bon, il avait des casquettes un peu plus académiques. Jacques Attali a été juste il était Sherpa quand même de Mitterrand. Et il a été chargé par Sarkozy de la commission sur le développement de la croissance, mais c'est tout. Mais après, c'est assez fou, c'est de voir. Enfin, ça reste en fonctionnaire quand même. Ces gens-là, quand même, perduraient comme ça, sans que ça titille la curiosité de. C'est ça, Brzezinski et son compère Kissinger. Bon. Kissinger mais là, Brzezinski, le Tititainment, c'est un peu le Panem et Circenses de la Rome antique, du pain et des jeux, du cirque, mais pas que du cirque, en fait, de toute la société romaine décadente. Toute la République en fait, parce que c'est après. Et donc le Tititainment de Brzezinski, c'est l'abrutissement de la masse, tout simplement. Le storytelling, ça marche bien en campagne électorale, mais pas que. C'est alors le storytelling, c'est donc l'art de raconter une histoire. Les histoires sont rarement inventées. Par contre, c'est toujours pareil, on a le choix entre la relayer et pas la relayer. Et sous quel angle? Donc en réalité, on va prendre une histoire tout à fait mineure ou banale, la monter en mayonnaise et la balancer partout. Soit pour sentimentaliser un débat, plutôt que de réfléchir aux idées, on va l'envisager sous l'angle de la psychologie, du sentiment, ou alors pour détourner d'une autre affaire importante qu'on veut cacher, au détriment. Donc à la place de celle-ci, on va plutôt monter celle-ci qui ne sert à rien, mais elle n'est pas fausse, mais juste on s'en fout, quoi. Simplement, comme tout le monde va en parler,
on va te faire croire que c'est vachement important et tu vas y croire. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on parle tant du mariage britannique, le machin, le princier? Ça va être vachement important, ça. Super important. Oui, Spider. Le fameux Spider aussi, il y a pas longtemps aussi, c'est sympa aussi. Et un peu ce côté-là aussi. Alors ça, c'est très mal ce que tu viens de dire. Oui, mais je suis très mal pensé. Mais je pensais au début que tu allais me parler de la promotion pour le nouveau Spider-Man. Mais non, oui. Oui, puis après, voilà, c'est ce qui suit en fait. Qui est intéressant. Alors, ce que tu dis, c'est très intéressant. C'est-à-dire que tu auras des centaines de Français qui sauvent des vies de manière totalement altruiste parce qu'ils sont Français et ils sauvent d'autres Français. Mais le jour où tu as un clandestin qui le fait, peut-être même par hasard, on ne sait pas, les circonstances elles sont bizarres, mais il mérite la Légion d'honneur et la naturalisation. Parce que tu comprends, les Français sont forcément des héros. En plus, c'est raciste, ça de dire. Tu vois, si tu sauves pas un enfant, tu réaliseras jamais. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ou alors tu mérites d'être français parce que t'es un héros, les autres sont des connards. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc le storytelling, sentimentalisé ou détourné, pour détourner ou pas une histoire, c'était un peu la méthode de Pasqua. La citation lui a été attribuée, a priori à tort, mais en réalité il le faisait, il n'y a pas besoin de lui attribuer une citation, il le pratiquait déjà. C'était de dire, quand en tant que lui qui était ancien ministre de l'Intérieur, qui a été 2 fois ministre de l'Intérieur, sous deux gouvernements différents, il disait quand on veut se tirer d'une affaire, il suffit de créer une autre affaire dans l'affaire jusqu'à ce qu'on n'y comprenne plus rien. Voilà. Et là on est à peu près tranquille. Pourquoi? Parce qu'on a noyé le poisson. Bon. Ça marche, hein. Oui, puis Pasqua qui a des liens avec le SAC. C'est pas des liens, c'était un des responsables du SAC. Conseiller les auditeurs de se pencher sur ce groupe, groupuscule, non, sur ce mouvement-là, c'est assez intéressant. Le SAC, c'était quoi? C'était le service d'ordre du mouvement gaulliste. C'était plutôt des anticommunistes qui tapaient sur les cocos. Moi, en aucune façon, je blâmerais le SAC. Non, mais je veux dire, au niveau de du procédé, quoi, des liens, ce genre de choses. Alors attention, ceux qui croient encore à la République. Mais le gaullisme n'est pas un purisme. D'ailleurs, le gaullisme, c'est pas les bisounours. La République blanche. Non, mais attention, le gaullisme, c'est pas les bisounours. De Gaulle n'était pas un tendre. Dans ses relations directes, bien sûr. Et encore moins dans les mouvements obscurs ou les trucs obscurs qui pouvaient être mis en œuvre. On pense à Focard, le social learning. Donc le social learning, c'est on va apprendre des autres. C'est ce que fait l'intelligence artificielle, par exemple, quand elle apprend. C'est par mimétisme. Donc là, je renvoie au livre de Pascal Bernardin, justement sur les UFM, qui s'appelle Machiavel pédagogue, ou le ministère de la réforme pédagogique, où il explique bien comment on a manipulé les enseignants pour qu'à leur tour ils manipulent inconsciemment leurs élèves. Très intéressant. Quand tu parlais au début. Là, c'est du méta, là, c'est de la méta-manip. Et puis la novlangue d'Orwell, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec le double think et le double speak d'un type comme Attali, par exemple. Donc la novlangue, c'est de remplacer un mot par un autre. Par exemple, on ne fait pas la guerre, on fait des opérations de maintien de la paix. Donc dans l'opinion, ça passe beaucoup mieux. Bon, on a tué 1 million de personnes, mais en fait, on a fait la paix, donc c'est mieux. Ah ok, d'accord. Tout simplement, c'est simple. C'est comme le clandestin, immigrant. Voilà. Enfin, immigrant. Voilà. J'ai fait un mot valise entre immigrés et migrants. Non, mais c'est ça. C'est ce que, pour se foutre de la gueule des gauchistes, c'est ce que Laurent Oberton avait appelé dans son roman Guérilla, les itinérants. Ouais, c'est ça. On pousse la logique, c'est un touriste quelque part. Ouais, c'est ça. C'est un touriste qui n'a pas de titre de séjour ou qui n'a pas de visa. Ouais, c'est ça. Et donc oui, si tu as des ouvrages à conseiller justement, parce qu'on voit que les théories sont nombreuses. Oui. Alors, il y en a beaucoup, mais si je devais en citer quelques-unes, alors, je citerais celui qui n'est pas vraiment de l'ingénierie sociale, mais qui est plutôt une connaissance du fonctionnement du cerveau pour se prémunir contre beaucoup de biais cognitifs, donc de fausses interprétations, de réflexions trop rapides. En fait, il explique, donc il s'appelle Daniel Kahneman, c'est un prix Nobel d'économie israélien, donc il est professeur d'université. Il a écrit un livre qui s'appelle Système 1 de vulgarisation, très facile à lire pour un profane. Système 1, Système 2, en 2011, les 2 vitesses de la pensée, où en fait il décrit les 2 systèmes du cerveau de cognition, en fait, le S1, S2,
un qui est automatique et l'autre qui est plus lent à déclencher, mais qui répond avec plus de recul. Ouais. Et donc le but, c'est d'essayer de voir quels sont les biais du premier système et comment nous-mêmes, dans une situation donnée, basculer sur le S2 pour ne pas se faire avoir. Oui, d'accord, ouais, je vois. Ça, c'est des exercices qu'il faut pratiquer. Il y a énormément d'exemples, je ne peux pas les citer ici, j'en ai cité un certain nombre dans l'esprit gauchiste, dans une annexe sur les techniques de manipulation. Je renvoie à ça, c'est passionnant. Tu as écrit L'ombre au sommet qui traite aussi de cette question-là. Oui, de la manipulation des masses, au sens global, de l'ingénierie sociale, c'est le prétexte, c'est le fond de l'histoire. Donc, le Dr Kahneman, système 1, système 2, les deux vitesses de la pensée. Un petit traité amusant de deux ingénieurs sociaux, de deux chercheurs en fait en ingénierie sociale. C'est pas en ingénierie sociale, ils sont chercheurs en psychologie collective, etc. Officiellement, qui s'appellent Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois, Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois, qui ont écrit en 87, mais qui est réédité sous depuis plein d'années, qui s'appelle Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, qui décrit plein de techniques, des techniques de la porte au nez, du pied dans la porte, les dissonances cognitives, qui explique tout ça très bien, mais de manière profane aussi. Et puis pour aller un peu plus loin dans le vrai travail de vulgarisation concret, donc là c'est pas simplement la marche normale du cerveau, mais c'est vraiment centré sur les techniques d'ingénierie sociale. Donc c'est le principal vulgarisateur que j'ai cité au début, Lucien Cerise. Lucien Cerise, qui est connu maintenant. Lucien Cerise qui prétend, je cite, démocratiser la culture du renseignement. C'est comme ça qu'il l'entend. D'accord. C'est pour ça qu'il le fait. Et donc, son premier bouquin sur le sujet, paru en 2010, d'ailleurs à l'époque était paru sous anonymat, et qu'il a fait republier ensuite sous son nom, parce qu'on avait su entre-temps, il avait dit que c'était lui, Gouverné par le chaos. D'ailleurs, je crois que le sous-titre de Gouverner par le chaos, c'est justement Introduction à l'ingénierie sociale. Oui, je crois qu'il y a voilà. Et en 2016, excellent recueil de textes et d'articles et de conférences, et d'interviews aussi, des entretiens sur ces différents bouquins. Neuropirate, en 2016. Qui est parfait. Voilà. C'est un ensemble hétérogène, mais tout est dedans. Voilà. Peut-être commencer par celui-là éventuellement. Oui, parce que Gouverné par le chaos finalement peut être zappé facilement. Si on veut aller plus loin, c'est même pas la peine de le lire, à la limite autant aller directement au suivant. Voilà. Parce que Gouverné par le chaos cite plein de noms, mais si on n'a pas l'intention de se pencher sur chacun des trucs, c'est trop. C'est une introduction trop fournie. En même temps elle est fournie en nom, mais pas en contenu. Donc on est obligé de se référer de toute façon à d'autres bouquins, donc à la limite autant lire directement Neuropirate. Voilà. Et puis je donne aussi plein d'autres références, évidemment, dans l'ombre au sommet que tu as cité. Okay. Écoute, je te remercie une nouvelle fois, Jean-Yves. Je te dis peut-être à une prochaine fois dans l'émission directement. Eh ben, qui sait, on va faire comme ça. Voilà, tout simplement. Avec plaisir. Allez, au revoir. Au revoir.